السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. قناتنا تتعرض يوميا لعدد من التبليغات ما يحد من انتشار محتوانا، فادعمونا بخطوات بسيطة. اضغط إعجاب، اشترك في القناة، فعل الجرس، اترك تعليقك. بدعمكم نواصل الدفاع عن قضايا المغرب ونشر الحقيقة. شكرا لكم. Cette semaine a été marquée par un événement important, Moustapha. La Grande-Bretagne qui a reconnu l'option proposée par le Maroc de l'autonomie pour le Sahara occidental. La Grande-Bretagne l'a reconnue comme la France, comme l'Espagne, comme l'option la plus crédible, la plus sérieuse et pour résoudre le conflit autour du Sahara occidental. Ça a donc suscité une réaction algérienne, ça a été commenté au Maroc, ça a été commenté en Algérie. L'Algérie a relevé que la réaction britannique, que la reconnaissance britannique ne va pas jusqu'à la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Que Londres s'est contenté de dire le plan d'autonomie, c'est une bonne idée, globalement, mais elle n'a pas franchi le pas de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, comme ce fut le cas pour la France et l'Espagne, et bien avant ça les États-Unis. Et pourtant, les autorités marocaines ont clamé victoire. Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'une vraie victoire? Oui. Est-ce que ce n'est pas trop précipité de dire que c'est une victoire? Non, cher Abdo, il y a une maxime que tu connais très bien. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et ça, cette maxime s'applique au régime algérien et aux autorités algériennes. Ils ont de grosses œillères, ils ne veulent pas voir. Le ministre des Affaires étrangères britannique est venu, il a tressé des lauriers sur le plan de l'autonomie. Il a dit des choses positives extrêmement importantes. Le seul, le plus valable, le plus crédible, le plus pratique. Et il accompagne ça avec une volonté stratégique du gouvernement britannique d'investir dans le Sahara marocain. Et on vient dire dans le média algérien et dans la communiqué officiel du ministère algérien des Affaires étrangères. Il n'a pas reconnu la marocanité du Sahara. Moi, est-ce que dans le positionnement algérien, est-ce qu'il y avait la moindre allusion aux séparatistes, au Polisario ou à l'Algérie? Tout était fait pour montrer que la Grande-Bretagne, grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, leader du Commonwealth, membre pilier du G7, a considéré que le plan de l'autonomie est celui qui peut nous sortir de cette crise. Et même le ministre des Affaires étrangères britannique a même donné un agenda. Il a dit qu'il faut que ça soit applicable et que la solution sorte de tout ce magma diplomatique à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche verte qui va être célébré en novembre prochain. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme engagement politique, diplomatique pro-marocain? Moi, je crois que là, il y a des éléments de langage qui ont été distribués par le régime algérien à tous ses communicateurs, que ce soit à Paris ou ailleurs, insister sur le fait que la marocanité du Sahara, le mot marocanité du Sahara n'a pas été prononcé. Ça saute aux yeux quand même. Par rapport à la France et à l'Espagne, ça saute aux yeux. Mais tous les autres mots indiquent que Abdo, il y a quelque chose que nos téléspectateurs doivent comprendre, que ce soit algérien ou marocain. Dès qu'on apporte le moindre soutien, la moindre compréhension à l'option de l'autonomie, cela veut dire automatiquement souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cela veut dire automatiquement marocanité du Sahara. Il y a un problème. Il y a des pays qui reconnaissent. Or, il y a des grands pays qui ont commencé à reconnaître l'autonomie, l'option d'autonomie, donc la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Sauf que ce ne sont pas ces pays-là qui vont décider de la fin du conflit. Puisqu'il y a une Assemblée générale des Nations Unies qui doit prendre position. Alors justement, est-ce que c'est le Conseil de sécurité qui doit prendre position ou c'est l'Assemblée générale? Il y a deux organes, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, il y a aussi l'Assemblée générale des Nations Unies. Et qu'au niveau de ces deux grandes instances qui régissent l'ordre mondial, qu'on le veuille ou non, le Sahara occidental il demeure un pays à décoloniser. Ce qui suppose qu'il est encore colonisé. Non, donc on ne comprend plus rien. D'un côté, les grandes puissances sont du côté de l'autonomie, mais le droit international continue de considérer. Alors pourquoi le Maroc s'enthousiaste à ce point-là alors que le droit international n'a pas encore pour trancher? Ils s'enthousiasment parce que le Maroc, le royaume du Maroc, vient d'avoir l'appui, le soutien d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Le troisième membre, après la France et les États-Unis. Après la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais c'est énorme. C'est le Conseil de sécurité qui va écrire la nouvelle légalité internationale. Parce que là où j'ai l'impression, et je comprends que tu es un peu impatient que les choses bougent, ça va prendre un peu de temps, le temps d'écrire
de traduire ces nouveaux positionnements dans ce qu'on peut appeler le corpus institutionnel international, la légalité internationale. Il va y avoir une réunion en octobre, après en novembre, et on va voir l'impact et l'effet de ce positionnement britannique. Et ce positionnement va dans le sens de la marocanité du Sahara. Donc maintenant, imaginons que d'ici novembre, rien ne change, que le Conseil de sécurité de l'ONU continue de maintenir la MINURSO, continue de parler de dialogue, etc., et que le statut au niveau de l'ONU, que le statut du Sahara occidental ne bouge pas. Quelle serait la solution? Ça veut dire que les avancées marocaines ne sont pas aussi importantes que ça? Non, si, c'est très important pour la simple raison, et je te rappelle, Abdo, il y a une impatience internationale à clôturer cette crise saharienne. Une impatience qui a été exprimée par Donald Trump, par l'administration américaine, qui ont même menacé de geler les aides qu'ils accordent à leurs structures ou organismes qui travaillent à l'international dans la MINURSO. Et il y a une impatience britannique. Ce qu'il a dit, le ministre, quand on le lit et quand on le dissèque, il dit ce conflit a trop duré. 50 ans, c'est beaucoup. Et nous sommes en train d'hypothéquer la stabilité du pays, de la région, le développement économique de la région. Il y a une thèse qui circule depuis une année, que la solution à ce conflit serait un partage du territoire. On a même parlé d'une proposition qui aurait été formulée au Polisario, à l'Algérie et au Maroc, une proposition d'abord onusienne, et prochainement, apparemment, dans quelques mois ou dans quelques semaines, la date n'a pas été prise, en tout cas après l'été, un envoyé spécial de Donald Trump dans l'administration américaine devrait venir à Alger et à Rabat pour mettre sur la table cette proposition. C'est les informations qui nous parviennent de sources non officielles. Alors, est-ce que ce scénario ne serait pas peut-être la seule solution? Partager le territoire en deux, une partie pour le Maroc, une partie pour le Polisario et l'Algérie, et ça serait réglé. Et voilà, on en finit. Connaissant le Maroc et ses positionnements et l'opinion marocaine, jamais les Marocains n'accepteraient le partage. Ça a été déjà partagé avec la Mauritanie au début. C'est ça le problème. Quand les interlocuteurs marocains que nous rencontrons, ils disent non, c'est marocain à 100%. Alors pourquoi, si c'est marocain à 100%, pourquoi ça a été partagé avec la Mauritanie après 75? Non, pour ce qui est du Sahara marocain tel qu'on le connaît maintenant, il n'y aura pas de partage. Cette hypothèse de partage ne marche pas. Il a été un peu formulé. Pourquoi? Parce que les Marocains le refusent. Ils veulent l'autonomie. Ils veulent que tous les Sahraouis intègrent le plan de l'autonomie, que ce soit ceux qui habitent dans le Sahara sous contrôle marocain ou les réfugiés de Tindouf. Il y a aussi un autre point de vue qui est important, Abdou. Il faut puisqu'on parle à une audience algérienne et marocaine, il faut le souligner. Dans son expression diplomatique, les autorités algériennes disent au monde entier, aux Nations Unies, que nous ne sommes pas partie prenante de cette guerre ou de cette crise. Et nous ne voulons pas participer aux tables rondes préconisées par les Nations Unies pour trouver une solution. Ok, vous n'êtes pas partie prenante, mais pourquoi vous êtes les premiers à réagir quand il y a une reconnaissance de On a une réponse. Mais pourquoi on a une réponse. La réponse c'est quoi? C'est que c'est l'Algérie qui accueille les réfugiés sahraouis, c'est à ses frontières, donc elles se sont concernées. Mais laisse, et puis, au moins pour la forme, laisse le Polisario réagir. Mais au-delà de la forme. Toi-même, dans beaucoup de tes émissions que j'ai appréciées, tu t'es posé la question. Si on est partie prenante et on le dit et on fait des choses comme normalement la logique. Je pense que la solution, c'est que l'Algérie doit être partie prenante. Elle refuse. Une fois pour toutes. Elle refuse. Et qu'elle accepte le dialogue et qu'avec l'administration de Donald Trump, on peut être partie prenante. Et qu'on aborde la question du partage. Dans les faits, le Maroc contrôle 80% du territoire, pas 100%. Et la bande de 20%, elle est contrôlée par le Polisario. Pourquoi sur la base de pourquoi on n'étudierait pas un partage avec un accès à l'Atlantique qui permettrait au Polisario de créer un État ami de l'Algérie, par exemple, comme ça existe entre la Russie, par exemple, et la Géorgie, etc., et que ça ramène la paix, et que les Sahraouis qui ne voudraient pas vivre au Maroc, on va en faire quoi? C'est ça le problème. Pour revenir, il y a un point important. Quand on dit que si demain, le régime algérien, ou Abdelmajid Tebboune, ou le palais de Mouradia, change de braquet et dit oui, nous sommes partie prenante. Oui, partie prenante, donc vous allez participer à la table ronde. Et ça veut dire quoi, participer aux tables rondes? Pour le Maroc, le plafond, c'est d'aider de manière directe ou indirecte à appliquer le plan de l'autonomie.
avec les réfugiés que vous avez, avec les milices armées que vous avez, si c'est votre participation en tant que partie prenante à des tables rondes pour chercher une solution concrète à ce conflit, c'est d'aider à l'application du plan de l'autonomie. Moi, je crois que les Marocains ont ça comme plafond. Il n'y a pas d'autre. Créer un État indépendant, impossible et inimaginable. Le partage pour le Maroc serait inacceptable. Inacceptable. C'est le plan de l'autonomie. Comment on va l'appliquer? Est-ce que l'Algérie, en tant qu'État, en tant qu'armée, Mustafa, en tant que pays... On en a parlé la semaine dernière. Ce plan d'autonomie, dont on ne connaît pas beaucoup de choses. Il y a des documents qui circulent comme ça. D'abord, il n'a jamais été mis en place. Puisque le Sahara, c'est considéré comme le Sahara occidental ou le Sahara au Maroc est considéré comme une province du Sud, donc il n'est pas appliqué sur le terrain. Comment on va l'appliquer? Et que faire des Sahraouis qui ne voudront pas ça? Est-ce qu'on demande à l'Algérie de les forcer d'accepter l'autonomie? Non, on en fait quoi? Non, le plan de l'autonomie, il y a des gens qui bon, je sais que c'est une technique de communication de certains, de dire oui, d'ailleurs, je crois que c'est même Attaf, qui est le ministre des Affaires étrangères, Attaf, qui à un moment donné, dans une sortie médiatique, il a dit oui, le plan d'autonomie, on ne l'a pas présenté, personne n'est au courant de quoi, et il a fait comme ça avec un geste méprisant, ça fait 3 feuilles. Non, le plan de l'autonomie existe. Il est connu, le contenu est connu. Quand vous offrez une autonomie politique administrative à une région, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez organiser sa représentation. Vous allez lui donner des structures régionales de représentation. Ces Sahraouis qui vont se gérer eux-mêmes. Et pourquoi ce n'est pas encore le cas alors? Mais sous souveraineté marocaine. Et pourquoi ce n'est pas encore le cas alors? Le temps que l'option de l'autonomie soit validée sur le plan de... Pourquoi le Maroc, pendant ces 50 dernières années, n'a pas mis en place ce plan d'autonomie, n'a pas organisé le territoire de façon autonome? Voilà, attends, mais c'est une proposition. Ça, c'est une proposition pour sortir de la crise. Quelle est la garantie que cette proposition sera respectée? Quelle sera la garantie que demain le Maroc va dire il n'y a plus d'autonomie, c'est une province? Le plan de l'autonomie ne se fait pas de manière unilatérale dans un coin, et ça va se faire avec l'implication internationale des Nations Unies. Et des grandes puissances, parce que toutes ces Nations Unies et les grandes puissances ont un intérêt majeur, vital, à ce que cette solution marche. Donc ils seront les garants de la viabilité, de l'applicabilité de cette autonomie. Donc il ne faut pas oublier, croire que... Alors en termes de puissance, je rappelle Moustapha Defé qu'il y a genre 2 grandes puissances qui ne se sont pas encore prononcées, la Chine et la Russie, qui restent distantes et qui restent, qui n'ont pas encore, ils n'ont pas franchi le pas. Regarde, ils n'ont pas dit le Sahara est marocain, mais à aucun moment tu trouves, moi j'ai cherché en préparant cette émission, et même la dernière fois je l'avais cherché, je n'ai pas trouvé une déclaration du ministère des Affaires étrangères russe ou chinois qui exprime la moindre sympathie pour l'aventure séparatiste. Il s'allie sur le droit international. Donc il y a une neutralité. Il s'allie sur le droit international. Donc il y a une neutralité positive de ces pays-là, de ces pays membres du Conseil de sécurité. Et moi j'anticipe, je crois que une position comme celle des Britanniques va forcément déteindre à un moment ou à un autre sur les Chinois et sur les Russes. Parce qu'il faut trouver une solution. Et si cette solution obtient une unanimité ou une grande majorité qui la soutient, pourquoi voulez-vous que les Chinois et les Russes resteraient à l'extérieur de ça? On verra. D'autant plus que ni Moscou ni Pékin ne croient au fond d'eux-mêmes à la viabilité d'un 6e État au Maghreb. Ça reste à confirmer, on verra. Au-delà du dossier du Sahara occidental, encore une fois, qui n'est pas... Les gens croient. Il y a beaucoup de Marocains et d'Algériens qui pensent que c'est le seul problème entre les 2 pays. Ce qui n'est pas vrai, on a dit. Aujourd'hui, l'un des dossiers clés, on en a parlé la dernière fois, qui alimente et qui explique les tensions permanentes entre les 2 pays, c'est Israël. La dernière fois, Moustapha t'a dit que le roi du Maroc a tendu la main vers l'Algérie, il faut le croire. Mais comment on peut croire le roi du Maroc qui tend la main à l'Algérie, alors en même temps, il y a un ministre israélien qui, en août 2021, sur le territoire marocain, a menacé ou a critiqué l'Algérie. Alors, comment on peut croire? Parce que voilà ce que disent les Algériens. Voilà, je traduis leur pensée. Oui, j'ai compris. Ils disent le roi, il veut la paix avec l'Algérie, mais il fait une alliance militaire avec Israël, novembre 2021, critique et menace de la part d'un ministre israélien.